Alors dans cette seconde vidéo, on va voir l'algorithme de Monte Carlo. Donc ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est qu'on allait pouvoir approximer VP sans avoir un modèle dans l'environnement, mais grâce à l'interaction avec cet environnement. Alors en effet, on a vu que pour cela, on allait s'aider de l'approximation d'une espérance. Donc une espérance E de x, donc d'une certaine variable aléatoire x, on a vu qu'on allait pouvoir l'approximer en faisant la moyenne des samples, donc des observations obtenues de cette variable x. Et donc du coup, comme VP de S c'est égal à l'espérance du return obtenu à partir d'un state S, ça c'est la définition qu'on a vue dans la première partie, et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va interagir avec l'environnement, obtenir des returns à partir d'un certain state S, les stocker, en faire la moyenne, et on aura une approximation de VP de S. Donc dans cette vidéo, on va voir l'algorithme de Monte Carlo qui met en place en fait cette procédure-là. On va voir en fait deux algorithmes de Monte Carlo. On va voir Monte Carlo prédiction et Monte Carlo contrôle. On a vu dans la première partie les tâches de prédiction et de contrôle. Donc pour rappeler brièvement, prédiction c'est à partir d'une policy pi, on calcule V de pi. Et le contrôle c'est à partir d'une policy, de la value fonction d'une policy, donc à partir de VP, on va en déduire pi prime, qui est une policy meilleure que la policy pi. Et on a également vu dans la première partie que pour résoudre en MDP, donc pour calculer pi étoile, la policy optimale, il fallait alterner les tâches de prédiction et de contrôle jusqu'à ce qu'il y ait une convergence. Donc si on arrive à effectuer la tâche de prédiction ainsi que la tâche de contrôle, on aura réussi à résoudre un MDP en modèle free. Alors, avant de se lancer directement dans l'algorithme de Monte Carlo prédiction, on va voir un peu ce que c'est qu'une méthode de Monte Carlo. Pourquoi on appelle ça l'algorithme de Monte Carlo? Alors, le nom déjà, il vient du quartier de Monaco, où il se trouve donc beaucoup de casinos et donc de procédés aléatoires. Et les méthodes de Monte Carlo, elles sont vraiment liées à ces procédés aléatoires. Une méthode de Monte Carlo, en fait, c'est quoi? C'est calculer ou approximer une valeur numérique à partir de procédés aléatoires. Donc dans notre cas, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va approximer l'espérance d'un return, donc V de pi, on va l'approximer à partir de procédés aléatoires, qui est l'interaction avec l'environnement. Alors un exemple qui est très connu, qui n'est pas lié au reinforcement learning, c'est celui de l'approximation de pi. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un carré, on dispose d'un carré, dans lequel on va placer beaucoup de points à des coordonnées aléatoires. Et donc plus il y a de points, meilleure sera l'approximation. Une fois qu'on a placé ces points, on va regarder la proportion des points qui se trouvent dans le cercle bleu, juste ici, et ensuite on va pouvoir en déduire assez simplement une approximation de la valeur de pi. Alors pour commencer avec cet algorithme de Monte Carlo prédiction, on va partir de la définition de VP de S. On a vu dans la première partie que par définition, VP de S, donc qui est un nombre, c'est l'espérance du return GT à partir du state S, et ce return, on a également vu que par définition, c'était la somme de tous les rewards obtenus à partir de la time step T plus 1. Et cette somme, on a vu que elle comportait le facteur de remise gamma, qui permettait en fait d'atténuer les rewards qui étaient situés très loin dans le futur, parce qu'en fait, plus ils sont dans le futur, moins ils sont importants. Alors de là, l'espérance, on ne peut pas la développer, on n'a pas accès au modèle de l'environnement, donc on ne peut pas la développer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approximer. Donc pour approximer une espérance, on va en fait observer ce qui se trouve à l'intérieur et en faire la moyenne. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer ce qui se trouve à l'intérieur, donc le return obtenu à partir d'un state ST. Donc pour observer ça, on va interagir avec l'environnement, on va récolter les returns obtenus à partir d'un certain state S, qu'on va stocker dans la liste returns de S. Et ensuite, cette liste, on va en faire la moyenne pour pouvoir l'assigner donc à V de S, qui est une approximation de VP de S. Donc on aura bien la mise à jour suivante, qui est donc qu'on assigne à V de S, donc l'approximation, la moyenne des returns obtenus à partir d'un certain state S. Et donc cette mise à jour-là, il va falloir la faire pour tous les states S de notre MDP, et on aura une approximation de VP de S. Alors on va voir un peu comment se comporte cet algorithme visuellement avec le row gridward. On avait vu cet MDP dans la partie 1, c'est un MDP qui est très simple, le but c'est vraiment de voir ce qui se passe. Donc pour le rappeler brièvement, l'agent commence ici, il y a 5 cases qui correspondent à 5 states, l'agent peut se déplacer à gauche ou à droite. S'il se rend dans le state 0, il reçoit un reward de moins 100 et l'environnement s'arrête, et si il se rend dans ce state là, il reçoit un reward de plus 10 et l'environnement s'arrête également. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
lancer notre algorithme de Monte Carlo prédiction pour calculer la value fonction de la policy aléatoire. Donc la policy aléatoire, c'est bien l'agent a une chance sur deux d'aller à gauche et une chance sur deux d'aller à droite. Donc là, on va s'intéresser seulement à la valeur du state de départ, donc le state S2 qui est en rouge juste ici. Alors au début, eh bien, évidemment, cette valeur est à 0 parce que avant de commencer notre algorithme, on n'a a priori aucune connaissance sur l'environnement. Ensuite, donc, on va laisser notre agent interagir avec l'environnement pour collecter des returns. Donc là, il se trouve qu'il va à droite, puis à droite, et il a reçu un reward de plus 10. Et là, ce qu'on remarque, c'est que l'agent est passé par le state S2 et ensuite reçu un return de plus 10. Donc en fait, ce return, il va être comptabilisé dans la liste de returns dont on parlait. Donc là, de cette liste, eh bien, c'est le premier return, donc elle est seulement composée de 10, donc la moyenne de cette liste, ça va être 10. Et ensuite, eh bien, l'agent va recommencer. Là, il va recevoir un reward de moins 100 qui a suivi donc la visite du state S2. Donc ce state S2 là, il a été suivi donc d'un return de moins 100. Donc ce return là va compter dans la liste. Et on voit que là, l'agent, il a gardé en mémoire les deux returns obtenus depuis le début. Et donc la moyenne de 10 et de moins 100, c'est moins 45. Et il va l'assigner donc à l'approximation de VP de S2. Et ensuite, de même, eh bien là, l'agent va recevoir encore une fois un return de moins 100. Et donc là, la nouvelle moyenne, eh bien, il va l'assigner encore une fois à l'approximation. Alors évidemment, comme pour l'approximation de pi, eh bien, il va falloir beaucoup de données en fait. Donc il va falloir interagir pendant longtemps avec l'environnement. Et de même, il va falloir faire ça pour tous les states. Et donc si on fait ça pour tous les states et sur une durée suffisante, on se rapproche des valeurs qu'on avait calculées lors de la première partie de ce cours. On les avait calculées à la main et en s'aidant du modèle de l'environnement. Alors que là, on voit que l'agent n'a pas du tout accès au modèle de l'environnement. Il ne fait que interagir avec celui-ci. Il arrive à calculer la value fonction de la policy aléatoire. Alors le pseudocode de Monte Carlo prédiction, le voici. Il n'y a rien de particulier avec ce pseudocode. On commence comme d'habitude donc par prendre en entrée une policy pi dont on va calculer la value fonction et ensuite on va initialiser donc V2S. On va ensuite rentrer donc dans la boucle d'update de notre algorithme dont on va sortir lorsque V ne change plus. En fait, V aura convergé vers VP. Donc dans cette boucle, qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait tout d'abord la collecte d'expérience pendant un épisode. Donc on va démarrer l'interaction avec l'environnement et on va s'arrêter lorsque l'environnement nous dit qu'il a atteint la time step finale. Ensuite, une fois qu'on a fait donc cette interaction, on va en fait update notre approximation de V pour tous les state S avec la mise à jour qu'on a vue juste avant. Alors là, deux choses importantes à noter. La première, c'est que la collecte d'expérience, elle doit se faire avec la policy pi, c'est-à-dire que l'agent doit suivre la policy pi lorsqu'il interagit avec l'environnement, parce que pour avoir une approximation de VP de S, il nous faut des returns obtenus avec la policy pi. Et la deuxième, c'est que la liste returns de S, elle doit comporter la liste des returns obtenus à partir du state S depuis le début de l'algorithme et non pas seulement les returns obtenus lors de la dernière interaction avec l'environnement. Alors de ce pseudocode, on peut en déduire deux choses. La première, c'est que on voit qu'on doit attendre la fin d'un épisode pour obtenir GT, puisque dans la définition de GT, on a donc notamment le reward R de grand T, donc le reward de la time step finale. Donc du coup, il nous faut bien attendre la time step finale pour pouvoir avoir GT et donc pour pouvoir update V2S. Et donc de là, on découle le fait que on va pouvoir appliquer les environnements de Monte Carlo, les algorithmes de Monte Carlo prédiction seulement aux environnements qui se terminent. On avait vu dans la première partie qu'il y avait deux types d'environnements, ceux qui se terminaient, donc avec lesquels on avait au bout d'un moment une time step finale grand T, et les environnements qui ne se terminent pas, donc c'est-à-dire que l'interaction ne s'arrête jamais et on n'a à aucun moment une time step finale. Donc ces environnements-là qui ne se terminent pas, on ne va pas pouvoir avoir GT, donc on va pouvoir faire aucune update de VS, et donc du coup l'algorithme de Monte Carlo prédiction ne pourra pas calculer la value fonction. Alors dans cette seconde partie, on va s'intéresser de très près aux différents backup diagrammes des algorithmes. Donc le backup diagramme de Monte Carlo, le voici. Alors on avait vu vaguement ce que c'était un backup diagramme dans la première partie. Je le rappelle, donc un backup diagramme, c'est un dessin qui nous montre à partir de quoi est-ce qu'on s'appuie, à partir de quoi l'agent s'appuie pour update la value fonction du state présent. Donc là on voit que sur le backup diagramme
du Monte Carlo, on voit qu'il y a toutes les actions et tous les states jusqu'à la time step finale. Et donc c'est en cohérence avec ce qu'on a vu juste avant, hein. On a bien le return GT qui est utilisé pour update ST. Et donc dans ce return, on a bien les rewards obtenus jusqu'à la time step finale. Alors par comparaison, voici à droite le backup diagramme de l'algorithme de policy itération. On voit deux différences qui sont assez intéressantes. La première, c'est que le backup diagramme de Monte Carlo s'arrête à la time step finale, alors que le backup diagramme de policy itération, il s'arrête seulement à S', donc le state en fait ST plus 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette différence? Et bien là, dans le cadre de policy évaluation, on avait vu que on pouvait s'attacher à la value fonction du state S' pour en fait simuler le reste des rewards. Ce n'est pas le cas avec l'algorithme de Monte Carlo. On prend tous les rewards jusqu'à la time step finale. Et deuxième différence assez importante, c'est que là on voit que le backup diagramme ne possède qu'une branche, alors qu'ici il possède beaucoup de branches. En fait, il possède donc autant de branches ici qu'il y a d'actions, et autant de branches ici qu'il y a de state. Donc pourquoi cette différence? Eh bien dans le cas du policy évaluation, on avait accès au modèle, donc on pouvait à partir du state S imaginer tous les futurs possibles qui allaient arriver. Et donc chaque trajectoire est dessinée par une branche. Alors que là, eh bien, dans le cas du Monte Carlo, on n'a pas accès à un modèle, donc en fait on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc eh bien, on va prendre un seul futur, c'est le futur qui nous est arrivé. C'est la trajectoire qu'on a suivie après le state ST. Donc en fait c'est un peu comme si parmi tous les futurs possibles, une update de Monte Carlo sélectionnait un seul futur parmi tous les autres. Et donc évidemment ce n'est pas un problème dans le sens où on va faire beaucoup d'updates de Monte Carlo, donc en fait au final on va considérer tous les futurs possibles à partir d'un certain state. On a maintenant l'algorithme de Monte Carlo prédiction qui est achevé. On va pouvoir maintenant s'intéresser à l'algorithme de Monte Carlo contrôle. Donc la phase de contrôle, c'est donc déduire de la value fonction d'une policy une policy pi' qui est meilleure que la policy pi. Et on avait vu que pour assurer que la policy pi' soit meilleure que la policy pi, on devait respecter la notion d'inprovement. Et donc pour respecter cette notion d'inprovement, on devait assigner à pi' de s, donc la nouvelle policy, l'action qui maximisait cette expression-là. Alors dans cette expression, on y voit la value fonction de la policy qu'on sait maintenant calculer donc grâce à Monte Carlo prédiction, mais on y voit également le modèle d'un environnement, donc P et R, et ça malheureusement on n'y a pas accès. Alors heureusement, on avait vu que cette expression-là, elle est égale à QP de SA, donc une autre value fonction qu'on avait introduite dans la première partie. Donc ici, Q majuscule de SA, c'est l'approximation de QP de SA. Donc si on assigne à Pi' de S l'action qui maximise Q de SA pour tous les states, eh bien on aura Pi' qui sera meilleur que Pi. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on ne va plus approximer avec Monte Carlo prédiction, on ne va plus approximer VP, mais on va approximer QP pour pouvoir faire la phase de contrôle. Donc comme pour l'algorithme de Monte Carlo prédiction, on va partir de la définition de QP de SA. QP de SA, c'est l'espérance du return à partir d'un state et à partir d'une action. On développe le return, et là, on est bloqué, en fait, on ne peut pas développer cette espérance, donc on va l'approximer. Donc on va observer ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est le return à partir d'un state et d'une action, et donc on va interagir avec l'environnement, collecter les returns GT obtenus à partir d'un couple SA, en faire la moyenne, et on aura une approximation de QP de SA. Et donc là, on a la mise à jour correspondante, on voit que elle est très similaire à celle de V de S. La seule différence, eh bien, c'est que là, on aura une liste de returns obtenue à partir d'un state et d'une action, à partir d'un couple SA. Donc là, on va revoir une visualisation de l'algorithme de Monte Carlo prédiction, cette fois pour le calcul pour l'approximation de QP de SA. Et donc là, on va encore une fois s'intéresser à la policy aléatoire, et on va pour l'instant s'intéresser à la Q-value du state S2, donc le state de départ, et l'action d'aller à gauche. Donc au départ, cette Q-value est à 0, et donc si l'agent effectue une trajectoire avec l'environnement, on observe qu'il a obtenu un reward de moins 100, et là il a visité le state S2 et l'action d'aller à gauche, il a visité le couple S2 action d'aller à gauche, donc du coup, eh bien, ce return va être pris en compte dans la liste des returns, et donc il va en faire la moyenne. Alors là,
la moyenne de moins 100, vu qu'il n'y a qu'un return, eh bien c'est moins 100. Et ensuite, donc l'agent va continuer son exploration, il va atterrir à droite pour avoir un reward de plus 10. Et là, on a vu qu'au départ, il a bien visité le couple S2 action d'aller à gauche, donc le return de plus 10 est pris en compte, et donc on a bien la moyenne de plus 10 et de moins 100, qui est égale à moins 45. Et donc maintenant, il va falloir faire ça sur beaucoup de time steps pour pouvoir avoir une approximation qui va converger vers QPI de SA. Et également, il va falloir faire ça pour tous les couples state-action de notre MDP. Alors, le pseudocode de Monte Carlo Control, le voici. On commence par initialiser donc Q de SA à 0 et une policy pi arbitraire. Et ensuite, on a la boucle d'update qui va se terminer lorsque Q aura convergé vers Q étoile et pi aura convergé vers pi étoile. Donc dans cette boucle, on y fait, comme tout à l'heure, la collecte d'expérience d'un épisode. Ensuite, on fait, comme tout à l'heure, donc l'update de notre approximation Q. Cette fois-ci, c'est l'approximation de QPI de SA. Donc on fait ça pour tous les couples state action du MDP. On fait donc la règle d'update qu'on vient de voir. Et ensuite, et c'est là la nouveauté, c'est qu'on va créer une nouvelle policy à partir de Q de SA. Donc pour tous les state tests, eh bien, on va assigner la policy, on va assigner à pi de SA l'action qui maximise Q de SA. Et donc ça, c'est pour respecter la notion d'improvement. Et donc là, on reconnaît bien les tâches de prédiction, donc le calcul de la value fonction d'une certaine policy, et les tâches de contrôle, trouver une meilleure policy à partir d'une value fonction. Et donc on voit que si on va, en fait, ce qu'on va faire dans cette boucle, c'est qu'on va répéter les tâches de prédiction et de contrôle. Et donc, comme je l'ai dit, dans la première partie, on a vu que l'enchaînement de ces tâches d'évaluation ou d'improvement, de prédiction et de contrôle, et bien ça va mener vers la convergence de pi vers pi étoile et de Q vers Q étoile. Et donc là, même remarque que tout à l'heure, on doit attendre la fin d'un épisode pour obtenir GT, et donc pour update Q de SA. Et donc de là, on découle le fait qu'on ne va pouvoir appliquer l'algorithme de Monte Carlo Control seulement aux environnements qui se terminent, c'est-à-dire les environnements qui donnent une time step finale. Alors on va maintenant voir une démo de l'algorithme de Monte Carlo Control cette fois-ci. Donc l'agent va commencer au départ avec une policy aléatoire, et donc on va voir au fur et à mesure qu'il va obtenir des returns, on va voir sa policy qui va s'améliorer. Donc là, eh bien, l'agent effectue sa première trajectoire, il reçoit un reward de moins 100, donc là, eh bien, l'action, les Q-values correspondantes sont update, donc c'est-à-dire les Q-values des states qui ont été, des couples state-action qui ont été visités, donc c'est-à-dire cette Q-value là et cette Q-value là, donc on a moins 100. Ensuite, l'agent est ici, et là, ça y est, sa policy a été mise à jour. Quelle est la meilleure action à prendre entre celle qui nous donne moins 100 et celle qui nous donne 0? Eh bien, c'est l'action d'aller à droite. Et là, donc là, entre 0 et 0, il y a une chance sur 2, et donc là, l'agent va à droite, et il reçoit un return de plus 10. Donc là, on a bien les Q-values qui sont update, et on a également derrière la policy qui update, et donc là, on voit que l'agent, ça y est, il a compris qu'à droite, eh bien, il y avait le meilleur reward. Donc là, on voit que l'agent continue de suivre, et continuera toujours de suivre la policy qui le mène directement au reward de plus 10. Alors, on va maintenant changer un petit peu les règles du jeu. En fait, tout va être pareil, sauf pour le reward qu'on obtient dans le state 0. Au lieu d'avoir un reward de moins 100, on va cette fois-ci lui assigner un reward de plus 1. Et on va voir qu'il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Donc là, l'agent effectue sa première action et sa deuxième action. Donc là, c'était une policy aléatoire. Donc au hasard, eh bien, il s'est trouvé qu'il a reçu directement le reward de plus 100. Et là, le problème, c'est que les Q-values ont été updated. Donc du coup, quand il se trouve dans le state S2, donc lors de la prochaine, lors de l'épisode suivant, et bien là, le choix entre 1 et 0, et bien il va prendre l'action d'aller à gauche, et là de même, il va prendre l'action d'aller à gauche. Donc là, en fait, l'agent va continuer de prendre l'action d'aller à gauche, parce qu'en fait, eh bien, entre 1 et 0, eh bien, l'action qui est la plus intéressante, c'est 1. Donc là, en fait, le problème, c'est que l'agent n'a pas pu voir ce qui se passait dans ce state-là, donc du coup, il n'a pas pu voir qu'il y avait un reward de plus 10. Et le problème, c'est que là, l'agent a convergé, enfin l'algorithme a convergé vers une policy qui n'est pas optimale. On voit bien que la policy, là, elle donne seulement un reward de plus 1, un return de plus 1 pour chaque épisode, alors qu'il existe une policy qui donne un return de plus 10 pour chaque épisode. Donc là, on voit que sur un environnement aussi simple que le Reward, l'agent, enfin l'algorithme de Monte Carlo Control
est déjà défectueux. Alors là, on vient de soulever un problème qui est assez important en RL et on va essayer de les décrire. Alors, pour cela, on va commencer par la question suivante. Dans un state S, donc là typiquement le state S2, si une action a donné une fois un meilleur return que les autres actions, donc là typiquement l'action d'aller à gauche, est-elle vraiment l'action optimale? De la même manière, dans un state S, si une action a donné 2 fois un meilleur return que les autres actions, est-elle vraiment l'action optimale? Et de la même manière encore, dans un state S, si une action a donné 10 fois un meilleur return que les autres actions, est-elle vraiment l'action optimale? Et donc pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que l'interaction avec l'environnement est aléatoire et on a également une policy qui est aléatoire. Donc au final, quand une action nous a donné un meilleur return 1, 2 ou même 10 fois, on n'est pas sûr vraiment que c'est l'action optimale. Et là, le mot vraiment est intéressant, dans le sens où si on avait accès au modèle de l'environnement, on pourrait savoir quelle est vraiment l'action optimale. Et donc là, le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est cette action, on n'a pas accès au modèle. Donc on doit l'estimer, et le problème, c'est à partir de quand on peut suffisamment croire que cette action est vraiment l'action optimale. Alors on va s'intéresser à un problème qui est à première vue différent de celui qu'on vient juste de soulever, mais on va voir plus tard qu'en fait il est très similaire. Donc imaginons qu'on se trouve ici, donc là c'est notre domicile, et que tous les jours on se rende à notre travail qui est ici. Et donc notre but, ça va être d'optimiser notre temps de trajet. Donc on possède un trajet qu'on connaît, qui est en rouge, et qui nous semble être le trajet optimal. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux continuer de prendre ce trajet parce qu'on sait qu'il est optimal, enfin parce qu'on croit qu'il est optimal et donc on va potentiellement donc perdre le moins de temps, ou est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'autres trajets? Certes, certains trajets vont être peut-être très mauvais, mais peut-être qu'on va découvrir des trajets qui vont être en fait meilleurs que le trajet rouge qu'on connaît et donc qui vont nous faire gagner du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous faire gagner du temps tous les jours par la suite, parce que eh bien, une fois qu'on aura découvert ces trajets, eh bien, on pourra les prendre tous les jours, et donc tous les jours, on gagnera du temps. Donc là, on voit qu'on a un dilemme en fait entre eh bien, continuer de prendre le trajet qui nous semble être optimal, et le choix qui est posé à nous, c'est d'essayer d'autres trajets. Pourquoi c'est un dilemme? Eh bien parce que sur un jour donné, sur un aller donné, on ne peut pas faire les deux. Soit on prend le trajet qu'on connaît comme étant optimal, soit on essaie un autre trajet. Donc là, dans les deux situations, dans la situation du travail et la situation du RL, on a un choix entre deux choses qui sont similaires. Donc dans le RL, on a le choix entre continuer de prendre l'action d'aller à gauche dans le state 2, qui nous semblait optimal parce que eh bien, nous avait donné un return de plus 100. Et donc face à ce choix-là, on a le choix donc d'essayer l'action d'aller à droite, qui a priori, on ne sait pas du tout quel est son résultat. Et dans l'exemple du trajet, on a le choix entre eh bien, continuer de prendre le trajet habituel qui semble optimal ou essayer d'autres trajets. Donc là on voit qu'on a le choix à chaque fois entre deux choses qui sont similaires. La première, c'est celle donc d'exploiter nos connaissances pour optimiser la chose qu'on veut optimiser. Donc, dans le cadre du RL, c'est les rewards, et dans le cadre du trajet, c'est le temps qu'on souhaite. Et donc là, on a bien l'action d'aller à gauche qui est meilleure que l'action d'aller à droite. Ça, c'est dans nos connaissances. Et de la même manière, on a le trajet habituel qui nous semble être le plus optimal. Ça fait partie de nos connaissances. Et donc face à ça, on a le choix d'explorer pour enrichir nos connaissances. Dans ce cas-là, on a essayé l'action d'aller à droite, on explore l'action d'aller à droite, et de la même manière, on explore d'autres trajets parce qu'on ne sait pas du tout quel est le résultat de ces trajets. On va peut-être perdre beaucoup de temps et donc du coup beaucoup de rewards ou de temps à explorer ces trajets, mais éventuellement, ça va nous permettre d'enrichir nos connaissances et donc de découvrir de nouvelles actions ou de nouveaux trajets qui vont être potentiellement meilleurs que les trajets ou que les actions qu'on pense comme étant optimales. Donc ce dilemme-là, c'est le dilemme entre l'exploitation d'une part et l'exploration d'autre part, et donc on appelle ça le dilemme exploration-exploitation, et c'est vraiment un problème qui est assez central en RL. Donc ce problème, en plus d'être très récurrent en reinforcement learning, il se pose également dans beaucoup de problèmes de prise de décision. On vient de le voir dans un exemple tout simple de trajet. Donc par exemple, ce problème est venu lors du Covid-19, lorsqu'il fallait trouver un médicament qui était en fait le médicament qui est le meilleur, ou du moins le meilleur par rapport aux autres. Donc on part de médicaments qui sont a priori donc inconnus, et on va tester les différents médicaments sur un certain nombre
de passion. Et donc là, la question qu'on se pose, et donc qui est une question qui relève de ce dilemme exploration-exploitation, c'est à partir de quand on peut arrêter d'essayer des médicaments au hasard, c'est-à-dire à partir de quand on peut se dire que eh bien, ce médicament, le médicament jaune par exemple, est vraiment le meilleur, est vraiment meilleur que les 3 autres médicaments. Et donc pour ça, je vous recommande la vidéo de la chaîne Science for All qui explique vraiment très bien ce dilemme dans le cadre du Covid-19 et même il passe en revue les différents algorithmes qui sont utilisés en RL pour également donc faire face à ce problème. Et donc je vous invite vraiment à voir sa vidéo, le lien est dans la description. Donc ce dilemme, c'est vraiment le choix entre exploiter nos connaissances ou explorer pour acquérir de meilleures connaissances. Alors on dit souvent que exploiter nos connaissances, ça va maximiser les rewards à court terme parce qu'on va effectuer, dans le cadre du RL, on va effectuer des actions que l'on sait comme étant quand même assez bonnes au niveau des rewards. Alors que, eh bien, au contraire, explorer pour acquérir une meilleure connaissance, ça va maximiser les rewards à long terme parce qu'en fait, en explorant, on va exécuter des actions qui vont sûrement être moins bonnes que l'action qu'on pensait comme étant optimale, mais au final, ce qu'on va faire, c'est qu'en explorant de nouvelles actions, on va en découvrir de meilleures, qui étaient donc meilleures que les actions optimales, que l'on pensait être optimales, et donc du coup, on va pouvoir exécuter ces actions dans le futur. Et donc il y aura une future série dédiée à ce dilemme sur la chaîne au cours de ces prochains mois. Alors pour maintenant, on va s'intéresser à la stratégie Epsilon Greedy, qui est une solution face à ce dilemme exploration, exploitation. Ce n'est pas une solution totale, c'est une stratégie qui est très souvent utilisée et qui est vraiment très répandue en RL parce qu'elle est vraiment très simple, mais elle n'éradique pas vraiment ce problème. Donc selon cette stratégie, à chaque fois que l'agent exécute une action dans un state, il explore avec une probabilité epsilon, donc c'est-à-dire il va exécuter une action choisie au hasard, et il va exploiter ses connaissances avec une probabilité 1 moins epsilon, c'est-à-dire qu'il va exécuter la meilleure action dans le state actuel, c'est-à-dire l'action qui va maximiser Q de SA. Donc là on voit qu'on a vraiment le choix entre deux choses. L'agent en fait, dans chaque prise de décision, il va soit explorer, qui est représenté par epsilon, qui est un paramètre, donc ça va être un paramètre de notre algorithme. En général, on le met autour des 10%, c'est-à-dire que l'agent, eh bien, il va explorer avec donc une probabilité de 0,1. Et ce qui est intéressant de faire, c'est au début de partir avec un epsilon qui est relativement grand, parce qu'au début, on considère que l'agent ne connaît pas du tout l'environnement, donc il faut qu'il explore beaucoup, et au fur et à mesure qu'il explore l'environnement, eh bien, on va baisser epsilon pour en fait commencer en fait à récupérer des rewards. Et donc face à cette exploration, on a le terme greedy, hein, l'agent va exploiter sa policy, c'est-à-dire qu'il va être greedy par rapport à cette policy, il va être gourmand pour avoir le plus de rewards possible. Donc selon cette stratégie, eh bien, on va assigner en fait une probabilité à chaque action dans un certain state. Donc eh bien, pi de a sachant s, on va lui assigner une probabilité de epsilon sur le nombre d'actions si l'action n'est pas l'action optimale. Donc si l'action est l'action optimale, on va lui assigner donc une probabilité de epsilon sur le nombre d'actions plus 1 moins epsilon. Donc là on voit que si on assigne une probabilité epsilon sur le nombre d'actions à toutes les actions, on aura donc epsilon sur le nombre d'actions fois le nombre d'actions, et donc on aura bien epsilon, on aura bien une probabilité epsilon d'explorer. Donc l'algorithme de Monte Carlo contrôle final, le voici, le début ne change pas, la boucle ne change vraiment pas. La seule chose qui va changer en fait, ça va être l'étape de contrôle. On ne va plus seulement donc assigner une probabilité de 1 à l'action optimale, mais on va assigner une petite probabilité à chaque action et une probabilité relativement grande à l'action maximale. Et donc on a mis la règle d'update de la nouvelle policy juste ici. Donc on a encore une fois donc les tâches de prédiction et de contrôle, ça ne change pas. Alors au niveau des propriétés de convergence, l'algorithme de Monte Carlo contrôle et garantit de converger vers Q étoile et vers pi étoile si epsilon est réduit au fur et à mesure de l'interaction avec l'environnement. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment été prouvé que cet algorithme converge vers Q étoile et vers pi étoile. Donc pour conclure, on a vu l'algorithme de Monte Carlo, c'est vraiment un algorithme central en modèle free qui sample GT comme étant donc la somme des rewards à partir de la time step t plus 1, et donc une fois qu'il a observé ses returns, il va en faire la moyenne pour estimer la value fonction en un state S ou en un couple de state et d'action. On a également vu donc son backup diagramme juste ici, qui va continuer jusqu'à la time step
finale. Et donc ça a pour conséquence que l'algorithme de Monte Carlo a une variance élevée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que entre deux updates consécutives, en fait, ces updates peuvent être très différentes parce qu'on se base, pour chacune des updates, on se base sur la somme de tous les rewards obtenus. Et donc, en fait, tous les rewards obtenus, c'est quelque chose qui va pouvoir varier beaucoup parce que bien, chaque reward qui est obtenu provient donc d'une expérience aléatoire. Et enfin, quelque chose de très important, on a vu la stratégie Epsilon Greedy comme solution au problème du dilemme exploitation-exploration. Il y a des solutions qui sont un peu plus poussées et d'ailleurs bien plus efficaces que cette stratégie, et donc on les verra dans la série consacrée à ce dilemme. Donc voici donc l'algorithme de Monte Carlo, qui est notre premier algorithme de modèle free. On va maintenant voir en fait différents algorithmes qui vont se différencier de Monte Carlo par la définition du return GT qu'ils vont utiliser, mais sinon vraiment ça va être la même structure. Chaque algorithme il va avoir une certaine définition de GT, il va en faire des observations, il va en faire la moyenne pour obtenir une estimation de la value fonction en un certain state S ou en un couple de state action.